Bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Récemment, donc, je réfléchissais et je me suis rendu compte qu'en général, on parle beaucoup de l'investissement immobilier, des étapes en fait, que ce soit moi, que ce soit mes confrères youtubeurs, on parle beaucoup des étapes qu'il faut acheminer pour acheter le bien immobilier. Mais parfois, on ne met pas trop l'accent sur ce qui se passe après, quand tu as signé par exemple chez le notaire, parce qu'effectivement, c'est une partie qui est très importante. C'est même la partie la plus importante, parce qu'effectivement, c'est un crédit que tu as pris. Tu vas être propriétaire certainement sur minimum 10 ans, voire 20 ans, voire 30 ans. Donc du coup, il va falloir savoir comment te comporter pendant cette période-là. C'est vrai qu'au départ, il est important de savoir quelles sont les conditions à remplir, est-ce que tu peux te lancer, comment l'investissement immobilier se passe. Mais aussi, c'est très important de savoir, ok, qu'est-ce qui se passe après mon acquisition, comment est-ce que je gère le bien immobilier. Et c'est ce dont je veux te parler dans cette vidéo, après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Ntedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Ce que je propose comme service, voilà, tu connais déjà, c'est un accompagnement, c'est un coaching, c'est une formation en ligne, c'est un programme de mentoring. Si tu es prêt à te lancer, toutes les informations sont en bas de description. Si tu veux bien, tu peux aussi commencer déjà par une séance de consultation gratuite de 30 minutes pour qu'on parle, pour qu'on réfléchisse, pour qu'on voit quelle est la meilleure stratégie pour toi à adopter. Voilà, revenons donc sur la thématique du sujet. Je veux comme ça aborder 5 points principaux. Reste surtout jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 5e point risque de te surprendre que tu ne connaissais pas forcément actuellement. Je me suis donc rendu compte qu'il y a des personnes dans la communauté qui me contactent souvent et qui me disent « Madeleine, j'ai acheté le bien immobilier, tralala, tralala, voilà ce qui se passe, je ne sais pas très bien comment réagir, comment est-ce que je fais ?» Que ce soit des personnes que j'ai accompagnées ou les personnes que je n'ai pas accompagnées. C'est vrai qu'avec des personnes que j'ai accompagnées, je mets vraiment l'accent sur le processus. Et après, je me suis donc dit que ok, certainement, il faut que j'en parle sur la chaîne pour qu'en plus des personnes qui me contactent, que d'autres personnes puissent aussi en profiter. Voilà, le point numéro 1, déjà je vais retourner un peu sur l'acquisition. Quand tu achètes un bien immobilier, il faut acheter là où l'emplacement est top. Il faut acheter là où tu sais que tu peux trouver facilement un nouveau locataire. Quand tu achètes dans un endroit où tu vas facilement trouver un locataire, il faut déjà savoir dans ta tête que quelque part, si le locataire actuel quitte l'appartement, il va falloir que tu dépenses de l'argent pour trouver un nouveau locataire. Il y a des personnes qui sont souvent surprises, qui me disent « Oui, Madeleine, le locataire est sorti. » Elles sont un peu stressées. Qu'est-ce que je fais et tout le reste. Quand le locataire sort, tu dois mettre l'annonce sur Internet. Ça va te coûter de l'argent. La dernière fois que j'ai mis une annonce sur Internet pour un de mes appartements, j'ai payé 178 €. Je pense que les coûts ont augmenté, mais ça dépend aussi du forfait que tu prends. Tu peux prendre un forfait juste sur 1 mois, sur 3 mois, sur 6 mois. Je conseille toujours de prendre un forfait minimum sur 3 mois parce que ça te permet comme ça de savoir, ok, de rester sur longtemps, de comprendre toi-même ton marché, de savoir quelle est la demande qu'il y a sur le marché. Naturellement, tu peux aussi mettre l'annonce sur eBay Client Tag qui est gratuit. Tu peux aller sur ImmoScout, tu peux aller sur ImmoVet, tu peux même dépenser 500 € si tu veux être sur toutes les plateformes de façon active ou bien agressive. De toutes les façons, ce sont des dépenses qu'il faut savoir que ça peut arriver si jamais ton appartement se vide. Le deuxième point que je vais aborder, justement, quand tu es sur un emplacement où il n'y a pas vraiment beaucoup la demande, il faut que tu sois prêt, par exemple, à prendre les personnes qui ont petit salaire ou alors les personnes qui vont être supportées par l'État. Ce sont des informations qu'il faut avoir à l'avance, avant que tu achètes ton bien immobilier, de savoir ce sont des challenges que tu peux avoir après ton acquisition. Le deuxième point déjà, donc, ce sont les coordonnées. C'est en fait par rapport à la gestion de ton compte de loyer, donc ce qu'on appelle en allemand Mietkonto. Moi, je conseille toujours d'ouvrir un compte qui est séparé de ton compte principal. Dans ce compte-là, tu vas gérer donc tout ce qui est donc voilà les entrées du locataire. C'est là que tu vas donc payer tes traites à la banque et c'est là que tu vas payer les charges de copropriété. Tu vas payer aussi naturellement la taxe qui se paye tous les 3 mois
En général, tu peux payer tous les 3 mois ou bien une fois l'année, ça dépend de toi. Mais tu as un compte principal où toutes les dépenses là sortent de ce compte et tout ce qui est relatif à la maison rentre aussi dans ce compte. C'est très important parce que ça te permet d'avoir comme ça une traçabilité sur tes comptes, de savoir effectivement qu'est-ce que l'appartement te rapporte, est-ce que l'appartement te rapporte quelque chose, est-ce que ça ne te rapporte rien. C'est toujours important de savoir de façon concrète quoi, que de mélanger ces entrées et ces sorties-là avec ton compte voilà, où ton loyer passe, où ton salaire passe de façon normale, quoi. Donc du coup, il faut penser aussi à avoir un compte que tu vas appeler par exemple mid-conto pour gérer ton loyer. Maintenant, pour les personnes qui ont plusieurs appartements, comme moi par exemple, j'ai un compte où j'ai 4 appartements où j'ai financé. Là, c'est un peu plus facile. Là, quand j'ouvre ce compte-là, je vois par exemple tout ce qui me reste comme dette à payer. Et c'est là aussi, bon, parce que les banques vont souvent proposer le compte où tu as le crédit et en plus de ça, un giroconto en fait, où tu peux gérer dans les entrées du locataire les dépenses relatives à l'investissement immobilier. Et c'est là qu'ils viennent aussi naturellement puiser leur argent, quoi. Donc là, tu peux directement voir. Donc là, j'ai un compte où j'ai 4 appartements différents. Et c'est là où j'ai financé naturellement ces 4 appartements-là. Et je peux directement voir comment ça se passe. Je peux voir directement quel est le reste de ma dette par rapport à chaque bien immobilier. Et chaque fois, je gère aussi les entrées du locataire. Je vois ce qui se passe. Naturellement, quand tu as 4 appartements, il faut encore que tu regardes en détail quel est l'appartement qui te rapporte le plus, quel est l'appartement qui te rapporte le moins. Parfois, il y a un appartement qui va soutenir un autre appartement. Bref, mais c'est parce que si par exemple tu es comme moi et que tu aspires à avoir plusieurs appartements, si un jour tu as 10 appartements, tu ne vas pas avoir 10 comptes séparés, quoi. Donc il va falloir que tu prennes un compte par exemple, voilà, pour plusieurs appartements, un autre compte encore pour plusieurs appartements comme chez moi. J'ai un compte avec 4 appartements, j'ai un autre compte où j'ai 2 appartements, ainsi de suite. Donc du coup, je te conseille donc de savoir y aller dans ta tête que ok, les personnes que j'accompagne de toutes les façons sont encore à leur première acquisition. Donc, quand tu fais ta première acquisition, tu prends un compte séparé par rapport à ça. Quand tu fais ta deuxième acquisition, à mon avis, tu peux encore rester sur le même compte. Maintenant, ce n'est que si tu as par exemple des difficultés pour calculer parce que ce n'est pas aussi bien que tu aies plusieurs comptes séparés. Par appartement, il y a beaucoup de personnes aussi qui aspirent à avoir 5, 6, 7, 10 appartements. Donc, du coup, tu peux prendre en compte aussi. Pour gérer plusieurs appartements, le plus important, c'est juste que ce soit vraiment séparé de tes dépenses journalières, mensuelles, des choses que tu pars à un et tout le reste. Le troisième point, c'est qu'il faut effectivement bien ranger tes documents. C'est pas pour rien que cette année, j'ai commencé dans l'année 2022. Je ne sais pas très bien quand je vais publier cette vidéo, peut-être en début 2023. Mais depuis l'année 2022, les personnes que j'ai accompagnées en 2022, je les ai offert aussi un classeur personnalisé immobilier en Allemagne parce que pour t'aider déjà à comprendre qu'il faut que voilà, tu ranges bien tous ces documents-là parce que tous ces documents-là vont être très importants lors de la vente de ton bien immobilier ou alors si jamais tu veux léguer le patrimoine à ton enfant ou à quelqu'un d'autre. Donc du coup, c'est très important de bien ranger ces documents, de manière les documents, que ce soit titre foncier, contrat de bail, les protocoles, les Wirtschaft plans. En général, pour le client, quand c'est moi qui t'ai accompagné, je commence déjà à classer ces documents-là juste pour que tu vois. Et après, quand toi, tu reçois donc le classeur chez le notaire le jour que tu fais ton acquisition, proprement dit, tu peux juste continuer avec les documents dans ce classeur, quoi. Donc, tu peux ajouter tout ce qui est dans ton titre foncier en bonne et due forme quand tu vas le recevoir de chez le notaire. Tu vas donc ajouter aussi ton contrat à la banque quand tu vas le recevoir. Donc, du coup, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des personnes qui gardent aussi ces documents-là, justement, même sur 2 formes. Il y a des personnes qui les scannent et qui les gardent de façon électronique et qui ont encore, voilà, dans un fichier à la maison, quoi. Donc, ça va dépendre de toi. Si tu veux, tu peux les scanner, les garder de façon électronique et les avoir encore dans un fichier à la maison parce que, en général, parfois, quand tu as besoin d'une information rapide, qu'est-ce que je paye, qu'est-ce qu'il faut que je paye, qu'est-ce que je paye par exemple. Tu as besoin d'une information rapide par rapport à l'investissement immobilier. En général, tu ne peux pas retenir tout ça. Surtout quand tu commences à avoir 2, 3, 4, 5 biens immobiliers. Il faut que tu saches que okay, l'information est quelque part. Si j'en ai besoin, je peux aller chercher, quoi. Parce que forcément, retenir toutes ces informations-là, pour le premier bien immobilier, ça passe encore.
Mais pour les prochains, ça risque d'être assez compliqué. Donc, quand tu as classé tous tes documents à la maison, ça te rend la tâche assez facile. Le quatrième point, c'est qu'il faut donc fixer une date pour organiser la passation de biens entre toi et le vendeur. Parce qu'effectivement, quand tu signes chez le notaire, le bien ne t'appartient pas encore proprement dit. C'est en fait à partir du jour où la banque a versé l'argent chez le vendeur que le bien t'appartient. Et en général, chez le notaire, hier encore par exemple, j'étais chez le notaire et il a posé la question au vendeur et à l'acheteur, quand est-ce que vous voulez faire la passation des biens? La passation des biens se passe toujours après que l'argent ait été versé. Mais maintenant, généralement dans le contrat d'achat, on écrit, vous voulez que ça se passe 3 jours après, 10 jours après, 15 jours après, 1 mois après, 2 mois après. Selon l'état de l'appartement, c'est une entente donc il y aura entre le vendeur et l'acheteur. Si l'appartement est déjà loué, c'est que ça peut se faire même 6 semaines après, 3 jours après, assez rapidement, quoi. Mais maintenant, on peut aussi s'entendre que bon, si ça tombe au milieu du mois, qu'on le fasse à la fin du mois, juste pour qu'on puisse avoir voilà, un Sauberkeit, pour ne pas être en train de discuter encore des jours au milieu du mois, qui va recevoir le loyer, tu vas recevoir une partie du loyer, moi je vais recevoir une partie du loyer. En général, parfois, il faut aller jusqu'à la fin du mois, juste là, pour que ça facilite un peu les calculs, quoi. Donc, selon l'entente donc, que tu vas faire entre le vendeur et l'acheteur, le notaire, il décrit dans le contrat d'achat ce que vous aurez décidé. Si l'appartement, pendant le paiement, ne sera pas encore complètement fini, on peut encore prolonger 2 mois, 3 mois de plus. Ça dépend tout simplement de votre entente. À partir de ce moment-là, vous vous entendez aussi le vendeur. Dans mon cas, en général, pour les personnes que j'accompagne, le vendeur va donc écrire une lettre chez le locataire pour l'informer et pour lui dire, OK, actuellement, je ne suis plus le propriétaire, telle autre personne a acheté la maison et dorénavant, veuillez verser l'argent du loyer plutôt dans tel autre compte. Dans ce sens-là, c'est le nouveau propriétaire et naturellement, c'est lui qui est actuellement habilité à recevoir le loyer. Donc, du coup, c'est comme ça que la passation de biens se fait quand tout est payé, tout est réglé. Il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Il y a souvent des clients qui m'ont souvent posé la question de savoir est-ce qu'on ne peut pas complètement rectifier le contrat de bail? Parce qu'effectivement, le contrat de bail va être généralement avec l'ancien propriétaire ou alors avec le vendeur. Ils veulent par exemple qu'on échange là, il y a le nom du vendeur et on met leur nom directement pour qu'il soit sûr que c'est lui qui prend le contrat de bail et qu'il a le droit voilà, d'avoir cet argent-là. En général, ça ne change rien, mais si tu veux qu'on le fasse pour les clients qui veulent vraiment le faire, on le fait pour que le locataire signe dans ce nouveau contrat de bail avec le nom de l'acheteur en ce moment-là. Parce que l'acheteur se dit que okay, si demain il y a par exemple un problème avec le locataire et qu'on doit se retrouver au tribunal, il faut que je présente un contrat de bail où il y a mon nom là-dessus. En général, ça ne change rien parce que le fait d'être propriétaire, tu peux le prouver de toutes les façons avec ton titre foncier. Mais pour les clients qui veulent ça, naturellement, on le fait aussi, il n'y a pas de souci. Le cinquième point, c'est un point très important. Merci d'être resté jusqu'ici pour écouter ce point-là. Ça va se référer un peu au premier point. C'est tout simplement pour dire que en achetant le bien immobilier, il faut aussi savoir qu'il y a des risques. Ça peut arriver que pour une raison ou pour une autre, surtout si tu as acheté le bien immobilier dans un coin qui n'est pas très prisé, que la maison reste vide. Et si la maison reste vide, il faut donc prévoir, en général en Allemagne, on dit 3 mois de loyer kalt. Donc 3 mois de loyer sans les frais supplémentaires qui vont rester dans ce compte-là dont j'ai parlé sur le deuxième point, qui va par exemple te permettre de traverser la période difficile, quoi. Mais en général, en fait, dans mon cas, pour mes appartements, pour les appartements qui sont bien placés, en général, on n'a jamais eu vraiment de soucis. J'ai eu une fois 1 mois de différence, donc je veux dire, le temps que je trouve un nouveau locataire, j'ai eu 1 mois où l'appartement était vide, mais c'est vraiment la seule fois où ça arrive. En général, quand je mets l'annonce sur Internet, il y a des intéressés, ça va assez vite. Quand l'appartement est bien placé, il faut juste être disponible aussi pour aller à l'appartement, voir les personnes qui sont intéressées, discuter avec elles pour leur donner l'appartement, quoi. Parce qu'effectivement, si tu n'as pas aussi le temps pour gérer ça, ça va être assez compliqué. Mais si tu as le temps pour gérer, normalement, en l'espace de 3 mois, tu trouves quelqu'un qui va prendre l'appartement. Parfois, il y a aussi la problématique de, voilà, parce que justement, quand la personne prend l'appartement, il faut aussi qu'il ait le temps pour résilier son contrat, son ancien contrat de bail, parce que son ancien contrat de bail, généralement, c'est 3 mois. Donc, s'il ne résilie pas à temps, il risque aussi de payer 1 mois ou 2 mois de plus dans la nouvelle maison qu'il prend.
pour nos appartements, les cas où j'ai souvent eu que les personnes m'ont posé cette question-là, ce que la personne a fait, c'est qu'il a mis sa maison dans laquelle il habitait actuellement en sous-location, quoi, pour ce mois-là, juste pour que la personne ait déjà un peu d'entrée et que la personne puisse déjà prendre mon appartement pour vivre à l'intérieur. Donc, du coup, jusqu'à présent, pas de souci, mais en général, ton locataire qui vit dans l'appartement aussi t'informe 3 mois à l'avance qu'il va sortir. Et vu qu'il t'informe 3 mois à l'avance qu'il va sortir, il est conseillé de commencer dans les visites immédiatement. Et en général, quand le locataire t'annonce qu'il va sortir, il est aussi prêt à ouvrir la porte chaque fois qu'il y a les intéressés pour que les intéressés viennent visiter comme ça l'appartement. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, je vous invite donc à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo parce qu'il y a des personnes effectivement qui se posent des questions de savoir quels sont mes premiers pas après l'achat du bien immobilier. Je t'ai parlé de tout ça dans cette vidéo. Je te dis tout simplement merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.